Les archives de la Fondation SCP contiennent des rapports que le grand public ne doit jamais découvrir. Le dossier concernant l'entité temporairement désignée sous le matricule 96 reste l'un des plus secrets. Tout commença au cœur d'un complexe fortifié construit à des centaines de mètres sous la surface. Les ingénieurs de la Fondation durent concevoir une cellule blindée totalement étanche. Le cahier des charges interdisait formellement l'installation de fenêtres ou de capteurs optiques directs. La cellule était un simple bloc de métal plein, plongé dans une obscurité absolue. Seuls des capteurs de pression et des microphones laser surveillaient l'activité interne. Les premiers rapports indiquaient que le sujet passait la majeure partie de son temps prostré. Il restait assis contre le mur ais, balançant lentement son torse disproportionné. Les analystes ne comprenaient pas la raison de ce comportement léthargique. Durant les 7 premiers mois, aucune variation majeure d'activité ne fut enregistrée. Mais la routine apparente de la Fondation dissimulait une anomalie invisible. Le docteur Daniel commença à remarquer des bruits inhabituels provenant des flux audio. Aux alentours de 3 heures du matin, des gémissements étouffés traversaient les haut-parleurs. Ce n'étaient pas des cris de rage, mais des pleurs d'une tristesse absolue. La fréquence de ces crises augmentait chaque fois qu'un humain s'approchait de la porte extérieure. Une théorie émergea stipulant que l'entité possédait une sensibilité sensorielle hors norme. Pour valider cette hypothèse, le commandement autorisa une inspection physique indirecte. Un drone automatisé équipé d'outils de mesure fut préparé pour pénétrer l'enceinte. La caméra du drone transmettait des images via un système de traitement de pixelisation. Cette précaution visait à protéger les opérateurs d'éventuels agents cognitifs inconnus. Le sas blindé s'ouvrit dans un grincement hydraulique lourd et métallique. Le drone avança lentement sur le sol de fer froid de la cellule noire. La lumière artificielle balaya l'espace avant de se poser sur une forme blanche. L'entité mesurait près de 2,40 m malgré sa posture courbée. Ses bras se terminaient par des mains dont les doigts faisaient 2 fois la taille humaine. La créature semblait ignorer totalement la présence physique de l'appareil mécanique. Cependant, les microphones captèrent un changement radical dans son rythme respiratoire. Les pleurs s'arrêtèrent brusquement pour laisser place à un silence lourd. Le docteur Daniel ordonna immédiatement le retrait du dispositif d'exploration. C'est à ce moment précis qu'un bug technique frappa le serveur de traitement visuel. Pendant une fraction de seconde, le filtre de pixelisation sauta totalement. Le visage nu de la créature apparut en pleine lumière face à l'objectif. Un technicien posté devant la console regarda l'écran sans pouvoir détourner les yeux. Un hurlement inhumain déchira instantanément les haut-parleurs de la zone d'observation. SCP-096 se leva d'un coup sec, frappant violemment les murs de sa cellule. Les alarmes de niveau 4 s'activèrent automatiquement dans tout le secteur. L'épaisseur de l'acier commença à se déformer sous l'impact d'une force impossible. Le personnel de sécurité se déploya en urgence avec des armes lourdes. Alors que la structure tremblait, une fissure béante déchira le blindage central de la porte. La fissure béante dans le blindage extérieur laisse désormais entrevoir le vide psychologique absolu de la créature terrée dans l'ombre. Les chercheurs de la Fondation tentent depuis des décennies de comprendre pourquoi un simple regard déclenche une telle furie destructrice. Ce n'est pas une simple réaction animale face à un prédateur, mais une véritable anomalie de la perception cognitive. Le Dr Dan a longuement théorisé sur le fait que SCP-096 souffre d'une forme d'agonie psychologique permanente liée à son apparence. Chaque fois qu'une rétine humaine capte ces traits linéaires, un signal inconnu traverse instantanément son système nerveux. Ce signal déclenche une transition biologique immédiate, transformant l'inertie en une rage proprement cataclysmique. Les analyses psychologiques menées à distance démontrent une absence totale d'empathie ou de conscience supérieure durant ces crises. L'entité semble piégée dans un cycle éternel de honte morbide et de besoin obsessionnel d'effacer son image de la réalité. Pour SCP-096, exister dans le regard d'un autre est une véritable profanation de son isolement. C'est pourquoi aucune barrière physique, qu'elle soit en titane ou en verre blindé, ne peut résister à son impulsion meurtrière. La nature exacte de sa sensibilité reste un mystère, car elle fonctionne même à travers des photographies anciennes ou des télédiffusions.
Qu'importe si la victime se trouve à quelques mètres ou à des milliers de kilomètres, l'effet de ciblage reste immédiat et infaillible. Les psychologues militaires parlent d'une nécrose existentielle, une peur si absolue de l'altérité qu'elle brise les lois de la physique. Lorsqu'il commence à pleurer, ce n'est pas par tristesse, mais sous le coup d'une surcharge sensorielle intolérable. Le mécanisme qui lui permet de localiser instantanément son observateur défie toutes les théories de la physique quantique actuelle. C'est comme si l'acte même de regarder créait un lien quantique indestructible entre la victime et le monstre. De nombreux agents ont perdu la vie simplement pour avoir jeté un coup d'œil involontaire lors de tâches de maintenance routinières. Le protocole d'effacement de mémoire de classe A a souvent été envisagé, mais il s'avère inefficace une fois la traque déclenchée. L'esprit humain oublie le visage, mais le monstre, lui, n'oublie jamais la connexion établie. Cette réalité provoque une paranoïa constante chez le personnel affecté à la surveillance du secteur 4. Ils savent qu'une seule erreur d'affichage sur les moniteurs censurés signifierait leur arrêt de mort définitif. Des expériences contrôlées ont été menées avec des condamnés de classe D pour déterminer le seuil exact de perception. Même une observation de 3 pixels flous en périphérie du champ visuel suffit à briser le calme apparent de l'anomalie. Cela démontre que l'entité ne réagit pas à la conscience de la victime, mais à l'enregistrement objectif de son image par l'œil. Le récit de ces expériences légales met en lumière la cruauté froide des méthodes déployées par la Fondation. Durant la phase de crise, le comportement de SCP-096 dégénère en une frénésie de pleurs et de gémissements terrifiants. Ce son traverse les parois de béton les plus épaisses, glaçant le sang de tous ceux qui l'entendent. Les experts en acoustique de la Fondation ont découvert des fréquences infrasonores bizarres dissimulées dans ces cris. Ces fréquences provoquent instantanément une angoisse clinique intense et des hallucinations mineures chez les humains à proximité. Il existe une hypothèse selon laquelle SCP-096 ne cherche pas à tuer, mais à punir la violation de sa solitude absolue. Cependant, la fureur sanguinaire qu'il déploie dépasse de loin toute notion rationnelle de châtiment ou de légitime défense. La véritable nature existentielle du monstre réside dans cette totale absence de négociation possible. Une fois le regard posé, le destin de la cible est scellé par une force inexorable que rien ne peut dévier. C'est cette certitude mathématique de la mort qui ronge lentement l'esprit des gardes en poste. Plusieurs documents déclassifiés révèlent que de nombreux chercheurs ont sombré dans la dépression après avoir analysé les enregistrements de l'entité. L'analyse de sa structure cellulaire n'a dévoilé aucun composant anormal, ce qui rend son invulnérabilité encore plus incompréhensible. Ses os semblent capables d'absorber une quantité d'énergie cinétique infinie sans jamais se briser ou se fissurer. Le Conseil O5 surveille de très près chaque découverte relative à cette incapacité de régulation psychologique. Il réalise que l'entité est une bombe à retardement médiatique capable d'anéantir le secret de la Fondation d'un seul instant. Retournant à la réalité immédiate, le bruit métallique provenant de la brèche de confinement s'intensifie soudainement de manière exponentielle. Un hurlement d'une détresse absolue et d'une fureur animale déchire l'air lourd de la zone de confinement sécurisée. Les caméras de sécurité tremblent violemment alors que les pas lourds et déordonnés de l'entité résonnent désormais dans le couloir principal. Sur l'écran de contrôle principal, un témoin lumineux passe soudainement au rouge clignotant, signalant qu'une photo non censurée vient d'être téléchargée vers un serveur civil externe. Le signal lumineux écarlate se mit à pulser de manière frénétique dans la pénombre de la salle de contrôle principale. Les ingénieurs système figèrent instantanément leurs mouvements face à la console de sécurité automatisée. L'algorithme de traçage de données venait de confirmer l'ouverture du fichier compromis sur un réseau grand public. À 300 km de là, au fond de sa cellule renforcée, l'entité humanoïde commença à agiter ses longs doigts décharnés. Un gémissement d'abord imperceptible s'éleva des microphones de surveillance interne. Le son gagna rapidement en intensité pour se transformer en un hurlement de détresse absolue. Le protocole d'urgence Delta fut immédiatement activé par l'intelligence artificielle de la Fondation. Dans les haut-parleurs, une voix synthétique ordonnait le confinement immédiat du secteur 4. Les gardes lourdement armés prirent position derrière les lignes de défense fortifiées. Un premier choc d'une violence inouïe fit trembler les murs d'acier de la cellule de confinement.
La bête frappait le métal blindé avec la force destructrice d'un bélier hydraulique. Les soudures commencèrent à céder les unes après les autres dans un sifflement de vapeur sous pression. Le docteur Daniel tenta désespérément de couper les ponts de communication externes du complexe. Les serveurs civils distants avaient cependant déjà propagé le cliché maudit sur des dizaines de terminaux. Dans un fracas métallique assourdissant, la porte principale de confinement fut projetée à travers le couloir. La silhouette déguenillée de SCP-096 émergea enfin du nuage de débris industriels. Les forces de sécurité ouvrirent instantanément un feu nourri sur l'anomalie en mouvement. Les balles perforantes traversaient son corps sans montrer le moindre signe de ralentissement physique. En moins de 2 secondes, la première ligne de défense fut totalement balayée par la créature. Le monstre ne cherchait pas à combattre, il brisait simplement tout ce qui se trouvait sur sa trajectoire rectiligne. La destination de sa proie civile se situait dans un village rural, niché au cœur de la vallée. Là-bas, un jeune homme fixait toujours son écran d'ordinateur avec une curiosité grandissante. Il ignorait totalement que l'action anodine de regarder cette vieille photographie venait de signer son arrêt de mort. À la surface de la base, le monstre perfora la lourde trappe de sortie en acier trempé. L'entité s'élança à travers les bois à une vitesse estimée à plus de 80 km/h. Les arbres se brisaient comme des fétus de paille sous l'impact de sa course rectiligne. Le commandement du site ordonna le déploiement immédiat de 3 hélicoptères de combat tactique. Les pilotes reçurent l'ordre d'engager la cible uniquement avec des caméras thermiques automatisées. À travers l'imagerie infrarouge, le monstre apparaissait comme une traînée blanche ultra rapide. Les mitrailleuses lourdes des appareils ouvrirent le feu, labourant le sol forestier de projectiles. Malgré les impacts qui déchiraient ses chairs, l'anomalie ne ralentit pas sa course d'un seul pas. Elle venait d'atteindre la lisière de la zone résidentielle, ciblée par sa fureur aveugle. Un chien de garde commença à aboyer nerveusement dans la cour d'une petite maison blanche. La clôture en bois pulvérisé projeta des éclats pointus à des dizaines de mètres à la ronde. Les habitants s'éveillèrent en sursaut alors que des bruits de destruction approchaient de leurs habitations. SCP-096 grimpa le long de la façade de la maison du civil avec l'agilité d'une araignée. La vitre de la chambre explosa en 1000 morceaux sous la pression d'un bras démesuré. Le jeune homme poussa un cri d'effroi indicible en croisant enfin le regard réel du monstre. Les équipes d'intervention au sol de la fondation arrivèrent sur les lieux quelques minutes trop tard. Il ne restait plus aucune trace du civil hormis une mare de sang se propageant sur le sol arraché. Soudain, la radio d'un des agents grésilla violemment pour annoncer une nouvelle catastrophe. Une deuxième personne située dans une grande métropole voisine venait de voir l'image sur son téléphone portable. Le monstre fit volte-face instantanément, poussant un hurlement qui fit vibrer l'asphalte de la rue. Les agents comprirent alors avec horreur que le processus d'extermination venait de redémarrer à une échelle bien plus vaste. La bête s'élança de nouveau en direction de la ville de plusieurs millions d'habitants. Si l'entité atteignait le centre-ville, le nombre de regards potentiels deviendrait statistiquement incontrôlable pour la Fondation. Le centre de commandement commença à envisager l'usage immédiat d'armes de destruction massive pour stopper la progression. Les minutes étaient désormais comptées avant que le secret le mieux gardé de l'humanité ne s'effondre publiquement. Un hélicoptère tenta une manœuvre désespérée en larguant un filet de retenue en alliage lourd. L'anomalie déchira les câbles d'acier d'un simple coup de mâchoire, sans perdre la moindre seconde. À l'autre bout de la ligne de transmission, les écrans de surveillance civile commencèrent à saturer de messages de panique. La brèche n'était plus un simple incident localisé, elle se transformait en un événement de fin de secret global. Les premiers gratte-ciel de la métropole se dessinaient désormais distinctement à travers la brume nocturne. Au même instant, l'algorithme interne de la Fondation détecta une anomalie encore plus terrifiante au sein des fichiers sources. Les fichiers d'origine contenaient une seconde image cachée dont personne, pas même les superviseurs, n'avait soupçonné l'existence jusqu'à ce moment précis. Cette découverte fortuite de la seconde image plongea immédiatement le département de biosécurité dans une profonde crise de paranoïa. Le chercheur principal ordonna le verrouillage électronique complet de la salle d'analyse informatique numéro 4. Des dizaines de serveurs de stockage commencèrent à ventiler bruyamment sous l'effet d'un scan de sécurité globale.
L'objectif principal était de comprendre comment un tel fichier avait pu traverser les filtres automatiques sans déclencher l'alerte maximale. Les journaux de connexion indiquaient que la transmission cryptée provenait directement d'un terminal civil corrompu. En disséquant les paquets de données, les ingénieurs découvrirent une altération subtile du protocole d'injection Scramble. Ce système algorithmique sophistiqué était pourtant conçu pour pixeliser instantanément les traits faciaux de l'anomalie. Malheureusement, le logiciel de filtrage possédait une zone d'ombre technique totalement ignorée par ses créateurs. Une portion minuscule du visage de l'entité, mesurant à peine 4 pixels, avait échappé à la censure visuelle. Cette infime imperfection numérique suffisait amplement à activer la fureur psychologique dévastatrice du sujet. L'équipe technique commença à retracer le cheminement exact du signal à travers le réseau national. Chaque relais informatique traversé par le fichier augmentait exponentiellement la probabilité d'une fuite majeure. Le rapport préliminaire indiquait qu'un serveur secondaire situé en zone résidentielle avait hébergé la photo pendant 3 minutes. Les agents de terrain durent intervenir immédiatement pour confisquer l'intégralité du matériel informatique local. Le conseil des superviseurs exigea un audit complet des algorithmes de détection de toutes les zones de confinement. Au cours de cet audit, une anomalie logicielle encore plus troublante fut détectée dans la base centrale. Quelqu'un avait volontairement modifié les paramètres d'alerte pour retarder l'activation du protocole de confinement d'urgence. La possibilité d'un sabotage interne commença à planer sur l'ensemble du complexe de recherche. Le département de la sécurité intérieure de la Fondation prit immédiatement le contrôle absolu de l'enquête. Les interrogatoires des techniciens de garde commencèrent dans les sous-sols les plus profonds. Chaque ligne de code modifiée fut analysée par une intelligence artificielle de contre-espionnage. La signature numérique utilisée pour valider le patch défectueux appartenait à un cadre supérieur décédé depuis 2 ans. Ce détail macabre confirma que l'intrusion réseau utilisait des protocoles fantômes profondément ancrés dans l'infrastructure. Pendant ce temps, les capteurs sismiques de la zone extérieure enregistrèrent une secousse anormale. L'entité en fuite venait de franchir une nouvelle ligne de crête montagneuse à une vitesse estimée à 100 km/h. L'incapacité de l'algorithme à effacer les images satellites rendait sa trajectoire visible pour certains réseaux civils. Une unité spéciale fut dépêchée pour intercepter les flux de données des satellites météorologiques publics. Dr Dan réalisa soudain que la faille n'était pas un simple bug de programmation. L'anomalie dans le code semblait s'adapter d'elle-même aux correctifs de sécurité que la Fondation tentait de déployer. C'était comme si l'entité elle-même exerçait une influence indirecte sur les systèmes électroniques qui tentaient de la masquer. Les ingénieurs durent couper physiquement l'alimentation de plusieurs banques de données centrales pour stopper la propagation. Le silence radio qui suivit cette coupure plongea la base de confinement dans un isolement terrifiant. Dans la pénombre, les téléphones d'urgence analogiques commencèrent à sonner de manière synchrone. Un opérateur paniqué signala que le flux vidéo d'un hélicoptère de reconnaissance venait d'être intercepté par une chaîne de télévision locale. L'ordre fut immédiatement donné de couper l'émetteur principal de la station de télévision par force militaire. Malgré ces efforts désespérés, les analystes calculèrent que le taux d'exposition publique augmentait de minute en minute. La faille critique n'était pas matérielle. Elle résidait dans la nature même de l'information géolocalisée. Quelqu'un au sein du comité de développement initial avait sciemment laissé une porte dérobée ouverte pour cette anomalie spécifique. Le fichier d'archives déterré révéla que le projet Scramble avait été saboté dès le premier jour de sa conception. Soudain, les moniteurs principaux de secours se rallumèrent d'un coup, affichant une notification de téléchargement externe impossible à stopper. Face aux écrans clignotants du centre de contrôle, les techniciens réalisèrent immédiatement l'ampleur du désastre technologique. Les coordonnées géographiques finales pointaient directement vers une chaîne de montagnes isolées et glaciales du nord. Un signal d'alarme strident retentit alors à travers toute la base militaire souterraine pour sonner le rassemblement. La force d'intervention mobile Alpha 1 reçut l'ordre immédiat de se déployer pour intercepter la créature en fuite. Les opérateurs lourdement armés ajustèrent leurs équipements tactiques expérimentaux dans un silence de plomb. Chaque soldat savait pertinemment qu'un seul regard volé vers l'anomalie scellerait irrémédiablement son destin. Les visières spéciales Scramble furent activées pour brouiller automatiquement les traits du visage du monstre.
Les rotors des hélicoptères de transport lourd déchirèrent la nuit hivernale au-dessus des cimes enneigées. La tempête de neige réduisait la visibilité extérieure à moins de 3 mètres pour l'équipage. Les hélicoptères se stabilisèrent difficilement en vol stationnaire au-dessus d'une crête rocheuse escarpée. Les commandos se glissèrent le long des cordes de descente pour toucher le sol gelé. Le vent hurlait continuellement comme pour masquer les bruits terrifiants de la proie qu'il traquait. Le commandant de l'unité fit un signe de la main pour ordonner la formation défensive. Les caméras thermiques d'avant-garde balayèrent frénétiquement les pentes abruptes environnantes. De profondes traces allongées et anormales apparaissaient distinctement dans l'épaisse couche de poudreuse. Des lambeaux de vêtements ensanglantés gisaient éparpillés près de rochers tranchants. L'entité s'était frayé un chemin à travers la roche avec une violence purement inconcevable. Le groupe d'élite s'enfonça prudemment dans un goulet rocheux particulièrement étroit. Un calme de mort s'installa soudainement alors que le vent se taisait brusquement. Les détecteurs de mouvement commencèrent subitement à émettre des bips d'alerte espacée. La distance séparant les soldats de la cible se réduisait à chaque seconde. Un écho lointain de pleurs hystériques et saccadés commença à résonner contre la paroi. Les hommes figèrent leur position, retenant presque leur respiration pour mieux écouter. Ces gémissements inhumains étaient le signe indéniable que SCP-096 se trouvait à proximité immédiate. Le tireur d'élite de l'escouade prit position sur un promontoire stratégique surélevé. À travers l'optique thermique, une silhouette anormalement allongée apparut soudainement assise au loin. La créature semblait se bercer d'avant en arrière, tout en cachant son visage entre ses mains. Le commandant ordonna le déploiement immédiat de la cage de confinement pneumatique portative. Chaque pas vers le monstre demandait un effort de volonté surhumain à cause de la peur. Les pleurs de la créature se firent soudainement plus aigus et saccadés à leur approche. L'équipe encercla l'anomalie à une distance réglementaire de sécurité de 20 mètres. Les systèmes scramble des visières se mirent à clignoter frénétiquement en émettant un bip sonore inquiétant. Une interférence électromagnétique sévère provoquée par la tempête perturbait les processeurs vidéo en temps réel. SCP-096 cessa subitement de pleurer et resta parfaitement immobile au milieu du cercle. Le sergent hurla l'ordre d'activer immédiatement les charges assourdissantes pour l'aveugler. Une explosion de lumière blanche aveuglante déchira l'obscurité de la nuit de la montagne. Un hurlement d'une rage indicible et absolue s'éleva alors des ténèbres montagneuses. Le monstre se retourna brusquement face aux soldats à une vitesse dépassant l'entendement humain. Au même instant exact, l'affichage numérique de la visière du commandant s'éteignit complètement. Privé de sa protection technologique, l'homme croisa directement le regard vide et haineux de la créature qui fonçait sur lui. Le dernier râle d'agonie du soldat fut instantanément étouffé par le fracas des mâchoires de la bête, s'interposant entre lui et le ciel de la montagne. Quelques minutes plus tard, un silence lourd et glacial retomba sur le vallon désormais parsemé de débris militaires fumants. Les équipes de nettoyage de la Fondation arrivèrent sur les lieux avec des conteneurs renforcés en acier et des bâches opaques. Le décompte officiel des pertes humaines commença alors, révélant l'ampleur catastrophique de cette opération de récupération manquée. Plus de 200 civils vivant dans les villages limitrophes avaient également croisé le regard de l'entité durant sa course folle. Les protocoles d'administration d'amnésiques de classe A durent être déployés à une échelle industrielle jamais vue auparavant. Au quartier général de la zone 19, les couloirs résonnaient des murmures inquiets des chercheurs face aux sanctions imminentes. Une convocation d'urgence fut émise par le Conseil O5 pour évaluer les responsabilités de cette tragédie. Le docteur Dan savait pertinemment que sa carrière et peut-être sa vie se jouaient dans les prochaines heures. Les documents scellés contenant les rapports d'autopsie des agents d'élite décrivaient des traumatismes physiques d'une violence inouïe. Aucune arme conventionnelle n'avait réussi à ralentir la progression de la créature de plus de quelques secondes. Les investissements financiers colossaux pour concevoir les lunettes Scramble venaient de s'effondrer en un instant lamentable. La séance du conseil s'ouvrit dans une salle d'audience souterraine entièrement coupée du reste du monde. Une voix modifiée numériquement s'éleva des ténèbres pour exiger des explications immédiates sur la brèche. Le chercheur affirma que l'anomalie ne pouvait plus être contenue de manière passive à long terme.
C'est à ce moment précis que le concept tabou de la destruction définitive de SCP-096 fut prononcé. Le Conseil O5 rappela fermement la doctrine fondamentale de l'organisation: sécuriser, contenir, protéger et non détruire. Un débat féroce éclata concernant le coût moral de préserver une entité qui exigeait l'abattage systématique de témoins innocents. Chaque seconde passée à le garder en vie augmentait le risque statistique d'une fin du monde de classe IK. Si une seule photo de son visage était diffusée sur les réseaux mondiaux, l'humanité entière s'éteindrait en quelques jours. Le dilemme éthique pesait lourdement sur la conscience collective des dirigeants masqués de la Fondation. Certains soupçonnaient le Dr Dan d'avoir délibérément orchestré la faille pour forcer le Conseil à agir. Les archives secrètes montraient qu'il avait demandé l'autorisation d'exécuter la créature à plusieurs reprises l'année précédente. La simple idée qu'un chercheur puisse manipuler une brèche d'anomalie glaçait le sang de la sécurité interne. Pendant ce temps, dans sa nouvelle cellule temporaire, SCP-96 manifestait des signes d'anxiété accrue. Ses pleurs caractéristiques, de longs sanglots pathétiques, résonnaient à travers les murs de plomb hydrogénés. L'évaluation des dommages environnementaux révéla que la montagne elle-même avait été scarifiée par la force brute du monstre. Les familles des soldats disparus reçurent des lettres mensongères évoquant un tragique accident d'hélicoptère lors d'un exercice. Après de longues heures de délibération, le premier vote crucial du Conseil O5 fut enfin initié. Contre toute attente, la motion visant à autoriser le développement d'un protocole de neutralisation fut approuvée à la majorité. Le problème principal demeurait entier, personne ne savait comment détruire la structure cellulaire indestructible de l'anomalie. Le Dr Dan fut immédiatement placé sous surveillance étroite par la division de la sécurité interne. Ses accès aux bases de données principales furent restreints aux seuls éléments concernant la physiologie de SCP-096. Les scientifiques comprirent rapidement que l'abattage de la créature pourrait déclencher une réaction encore plus violente. Une théorie suggérait que si le cœur de la bête s'arrêtait, son agonie libérerait une impulsion psychique mortelle. L'administration exigea des tests préliminaires discrets sur des échantillons de tissus prélevés sur les sites d'impact. Chaque essai d'acide à haute concentration ou de plasma thermique se solda par un échec cuisant. Le monstre semblait rire de la science humaine à travers son silence de plomb et ses sanglots éternels. C'est alors qu'un message crypté d'origine inconnue s'infiltra dans les serveurs privés du projet de destruction. Le fichier corrompu contenait une image satellite montrant que la cage actuelle de SCP-096 venait de subir une décompression massive inexpliquée. Les sirènes d'alarme de la zone de confinement se mirent à hurler alors que la décompression de la cage était confirmée sur tous les moniteurs. Les techniciens virent instantanément l'acier renforcé de la cellule se tordre vers l'extérieur sous la pression d'une force titanesque. Une épaisse fumée blanche s'échappa des jointures rompues, masquant temporairement la silhouette qui s'extrayait des décombres. Les caméras automatisées captèrent le premier cri strident de l'entité, faisant saturer instantanément tous les capteurs audio du complexe. Les équipes de sécurité ordonnèrent l'activation immédiate du protocole d'occultation totale pour tout le personnel du secteur. Le Dr Dan, observant la scène depuis un bunker scellé à des kilomètres de là, ordonna le déploiement des unités robotisées. Les données télémétriques indiquaient que la crise actuelle n'était pas un simple hasard, mais le résultat d'une nouvelle observation involontaire. Un vieux cliché imprimé dans un journal régional des années 80 avait refait surface sur un serveur privé. Les scientifiques comprirent alors que le temps n'effaçait en rien le lien fatal entre le monstre et sa victime. La victime, un archiviste innocent, ignorait totalement qu'il venait de signer son arrêt de mort en nettoyant ce vieux document. L'entité traversa les 3 premiers murs de confinement renforcés, comme s'ils étaient de simples feuilles de carton. Aucun obstacle physique créé par l'homme ne semblait capable d'altérer sa trajectoire rectiligne vers sa cible. C'est à ce moment précis que le Conseil des superviseurs autorisa l'utilisation de la force létale expérimentale. Des drones automatisés équipés de lasers de forte puissance furent déployés pour intercepter le fuyard dans les galeries inférieures. Les faisceaux concentrés frappèrent la créature de plein fouet, consumant sa chair mais sans ralentir sa course effrénée. Les analyses en temps réel confirmèrent que la régénération cellulaire de l'anomalie dépassait toutes les lois biologiques connues. Sa fureur n'était pas une simple réaction de colère, mais un impératif ontologique absolu imposé par l'univers.
Le docteur Dan commença alors à rédiger sa conclusion finale concernant l'impossibilité de détruire définitivement le sujet. Il nota que toute tentative d'agression physique ne faisait qu'augmenter l'indice de hostilité de la créature envers son environnement. La seule solution viable résidait dans le contrôle total et absolu de l'information visuelle mondiale. Un nouveau protocole d'aveuglement artificiel fut immédiatement conçu par les ingénieurs en cybernétique de la Fondation. Ce système, baptisé Scramble 2.0, intégrait désormais un algorithme d'effacement quantique directement à la source des images. Contrairement à la première version défaillante, aucun pixel de la créature ne pouvait traverser le filtre numérique. Sur le terrain, l'équipe d'intervention bloqua la progression de la bête en saturant l'atmosphère de gaz incapacitant lourd. Bien que le gaz ne la blessât pas, la perte totale de repères sensoriels au milieu de la brume ralentit son élan. Les agents en profitèrent pour déployer une immense cage électromagnétique suspendue au-dessus de la zone. Le piège se referma avec un bruit métallique assourdissant, emprisonnant à nouveau le monstre timide dans l'obscurité. Le silence revint brutalement dans les couloirs dévastés de la base de confinement. Le docteur Dan signa le rapport d'incident avec une plume lourde, sachant que la crise globale avait été évitée de justesse. Les nouveaux protocoles imposèrent la destruction immédiate de toute photographie analogique prise dans la région d'origine du sujet. Un réseau mondial de surveillance automatisé scrute désormais l'Internet à la recherche de la moindre anomalie de 4 pixels. La véritable nature de la rage de SCP-096 restera un mystère, mais sa cage est aujourd'hui plus sûre que jamais. Les scientifiques ont accepté le fait que certaines choses dans cet univers doivent simplement rester cachées à jamais. La Fondation a prouvé une fois de plus sa capacité à protéger l'humanité contre ses propres cauchemars visibles. Les soldats d'élite patrouillent désormais avec les nouvelles visières intégrées, garantissant une sécurité absolue lors des transferts. Le monstre timide dort à présent dans sa prison de plomb, isolé du regard du reste du monde. Les archives secrètes concernant cette affaire ont été définitivement classées et scellées par l'administration supérieure. L'ordre et le contrôle ont été entièrement restaurés, effaçant les cicatrices de la brèche passée. L'humanité peut continuer à vivre dans l'ignorance salutaire de ce qui rôde dans les profondeurs de la Terre. Tant que la Fondation veillera dans l'ombre, le visage de la terreur ne sera plus jamais contemplé par quiconque.